Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue aux Exclus, un podcast d'analyse de Survivor. Mon nom est Raphaël et comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami et co-animateur Christian. Salut Chris, comment ça va? Hey, ça va. J'ai assumé la belle journée, revenir de la job en vélo. C'est long. Je regrette amèrement. Mais écoute, je me mets en forme. Puis c'est ça qui est le fun avec le beau temps. On a Et profité d'une là, belle journée. ben oui, et là, on finit le tout en discutant de Survivor. Quoi de mieux? Exact. Donc, comme Chris a dit, on est là pour parler de Survivor et dans cet épisode-ci, on va couvrir Survivor 50. On est rendu à l'épisode quoi, 12, je crois? Ouais, 12. Survivor 50 épisode 12, qui était comme un épisode un peu étrange parce que, en tout cas, la première fois que je me souviens, peut-être que c'est déjà arrivé. Ils l'ont fait à Game Changer, si je me trompe pas. Ok. J'ai vu ça à quelque part. En tout cas, ils l'ont déjà fait de comme. Ah, c'est 2 épisodes en un. Puis on vous l'a pas dit. Exact. Donc, c'est comme Chris l'a dit, 2 épisodes en un. Donc, on a 2 personnes qui sont parties dans cet épisode-ci. Par contre, c'était pas comme un split tribal. C'était pas comme un. Il n'y a pas une twist. C'est vraiment juste deux éliminations back-à-back dans le même épisode. Un peu comme dans une finale. Ouais. Mais avant la finale. Parce que oui, c'est en effet le dernier épisode avant la finale. Nous, on enregistre ça mardi soir le 19. La finale, c'est le mercredi 20. Donc, ça va sortir sur les internets juste à temps pour la finale. On va être enfin à jour juste à temps. Ouh. Excité, excité. Et de la manière qu'on va faire ça pour cet épisode-ci, ben, on va couvrir la première élimination d'épisode comme si c'était un épisode à part entière. On va juste révéler qui a été éliminé à ce moment-là, parler de ce qui s'est passé. Et ensuite, on va dans un deuxième temps là, parler de la deuxième élimination en révélant qui a été éliminé. Puis comme on fait dans l'habitude, vous êtes probablement déjà habitué à ce stade-ci. Ouais. Autre chose à discuter avant de se lancer dans l'analyse, comme vous pouvez voir si vous êtes sur YouTube, cet épisode-ci est seulement en version audio. Il y a vraiment juste comme la thumbnail en background parce que... Ce que vous pouvez voir, rien. Exact. Parce que je suis encore dans les gros travaux chez moi suite à un dégât d'eau. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment d'avoir le setup idéal pour faire des podcasts, mais on se débrouille, on s'arrange comme on peut et on trouve des solutions pour enregistrer le contenu. On apprécie vraiment là, votre patience et votre compréhension sur tous les changements de format sur la chaîne ces temps-ci. C'est peut-être ça notre nouvelle gimmick. À chaque épisode, le format est différent. Non, please, non. Non. Je veux pas me Un taper calvaire technologique, mais un pur plaisir créatif. Je sais pas si je dirais un plaisir créatif, mais du moins ça fait travailler les méninges sur trouver des solutions à sortir quand même les épisodes pas trop en retard. Mais voilà, fait que merci de votre compréhension. Ça va probablement être encore des formats audio là, pour les prochains épisodes. J'ai pas encore de timeline très précise pour quand est-ce que je vais pouvoir revoir mon setup comme d'habitude. Donc, on vous tient au courant au fur et à mesure des épisodes qu'on va sortir et on apprécie là, votre patience. Donc, ben Chris, lançons-nous dans l'épisode. Veux-tu nous dire qui est la première des 2 personnes à quitter dans l'épisode 12 de Survivor 50? Oui, la première personne, et non la moindre, et j'ai nommé Rick Devens, qui se fait éliminer unanimement parce qu'il a joué son Shot in the Dark. Pourquoi pas un dernier petit coup avant de partir après un discours émotif sur les étoiles aux îles Fidji, qui a pas ça aux US. Fait que... Ouais, Rick est parti, man. C'est décevant. Honnêtement, j'avais vraiment envie pour lui qu'il gagne. Fait que ça me fait un pincement au cœur de le voir plus là dans ce jeu-là, après toutes les folies qu'il a faites. Ouais, tout le temps très agréable à suivre. J'étais vraiment content en début de saison, les alliances qui se faisaient. J'étais hype de suivre son parcours. Puis tu sais, on n'avait pas fait le petit travail qu'on fait en amont habituellement de choisir nos top 3 first boot, des choses comme ça. On l'a juste comme fait pour le plaisir de notre bord. Puis j'avais pas vraiment pensé, mais c'est dans le premier épisode, j'ai fait comme j'aime cette personne-là. Puis là, j'ai vu Rick Devens commencer à faire des niaiseries. Puis j'étais comme ok, je pense que je veux voter pour Rick Devens jusqu'à la fin. Là. Ben, c'est le genre de. C'est le genre de joueur vraiment le fun à suivre parce que. Puis, clairement, il y a probablement du monde qui l'aime pas ou qui sont moins fans, mais
c'est le genre de joueur qui justement nous rappelle que Survivor c'est un jeu, puis il faut avoir du fun à y jouer, il faut avoir du fun à l'écouter. Puis dans un jeu qui des fois se prend énormément au sérieux, Rick Devens amène cette dose-là de ludique, de fun, de légèreté qui justement fait du bien dans une saison qui a été quand même intense, soit par des traumas d'anciens joueurs qui revivent un peu les expériences du passé puis qui veulent les surmonter, etc. Des joueurs qui sont stickés sur des méthodes de jeu qui datent de 2002. Des choses comme ça qui un peu alourdissent peut-être des fois le ton que Survivor peut avoir. T'as Rick Devens qui lui veut avoir du fun à jouer, puis ça se ressent comme téléspectateur. Mais c'est fou, hein, parce que c'est vraiment... Là, je vais paraphraser, là, parce que j'ai écouté Rob Has a Podcast avec Brennan Lee Mulligan, qui est une personne que j'affectionne beaucoup également, que lui, son joueur préféré, c'est Rick Devens, puis il en parlait, puis je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qu'il disait. Il était comme toute la Zoom Alliance, tous les old school players, mais pas tant old school parce qu'il y a Joe et Jonathan là-dedans, là, mais les gens qui sont très honneur, intégrité et tout, mais au final, ils ont tous fini par voter pour leurs alliés parce que c'était la prochaine personne à partir, des choses comme ça. Puis, ils blâmaient Rick de faire des niaiseries puis de pas être honnête et intègre et tout. Mais Rick, il a jamais trahi personne dans ses alliés. Fait que, tu sais, on lui reproche des choses que finalement, c'est eux qui ont fait tout le long. Puis, tu sais, tous les gens qui sont dans le jury, ben, Jonathan a voté pour, Joe a voté pour, ou presque. À peu près toutes les personnes qui sont là. Fait que, tu sais, je trouvais ça drôle comme remarque. Qui était comme, il n'y a pas plus genre intègre que Rick Devens dans la game, là. Genre il est vrai à ce qu'il fait, puis il y a juste une manière différente des autres de jouer, mais ça fait pas de lui quelqu'un de malhonnête, puis de pas intègre, puis de whatever ce qu'il blâmait, mais t'sais, ils ont décidé que c'était la cible depuis longtemps, puis ça a été la cible jusqu'à temps qu'ils partent, là. Ben c'est ça, tu sais, je pense que c'est je me suis posé la question si c'était pas de la projection, c'est justement cette insécurité là par les joueurs qui prétendent ou qui souhaitent avoir une game morale, intègre, droite dans les principes qui se donnent, qui sont louables. C'est des principes dans la vie de tous les jours qui sont super louables. Mais dans un jeu comme Survivor, où justement c'est correct de déroger de ça, puis tu deviens pas une moins bonne personne pour autant, de se cacher derrière cette façade-là, puis se mettre sur un espèce de piédestal moral de justement d'honneur, d'intégrité, de loyauté, peu importe, ben ça t'amène souvent à avoir l'air, pas nécessairement être, mais avoir l'air hypocrite parce que le jeu va t'amener naturellement à faire des actions que tu considérais dans ta vie de tous les jours comme immorales, puis qui vont contre ton espèce de code d'honneur que tu t'es donné. Fait que quand tu vois un joueur comme Rick Devens qui lui se permet de jouer le jeu amplement, de faire des niaiseries, de penser à des plans crazy, j'ai l'impression que ça peut peut-être être confrontant pour ces gens-là qui voient quelqu'un jouer sans ces limites-là, mais au final, quand tu regardes la game de Rick Devens, c'est une super belle observation que tu partages, il a pas brisé aucun code moral. Ah ben, il a menti comme tout le monde, mais je veux dire, il a pas, comme tu dis, il a pas trahi personne, il a pas backstabé ses alliés, il a backstabé du monde avec qui il jouait, mais c'était jamais ses alliés les plus proches, c'est jamais le monde à qui il a fait le même genre de promesses, on dirait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Ouais, 100%. Puis tu sais, on se le cache pas là, moi Rick Devens, je l'aime beaucoup, puis je trouve que sa manière de jouer est tellement marquante parce qu'il y a très peu de joueurs qui jouent comme ça. Puis, comme tu l'as dit, il se permet de jouer, puis tu sais, j'aspire un peu à jouer de même si un jour j'y vais, tu sais, de comme, hey, je vais être vrai à moi-même, je vais être émotionnel si j'en ai besoin, je vais brûler la game de tout le monde si j'ai rien d'autre à perdre, tu sais, je vais faire tout ce que je fais à mon pouvoir pour avoir du fun, parce que c'est basically ça qu'il cherche, là. Il veut juste avoir du fun, puis crime, à chaque fois, les 2 fois, ça l'a rendu super loin dans la game. Oui, le premier spoiler, il y avait une twist puis il est revenu, là. Mais ouais, juste agréable à suivre. Puis
j'ai comme un malin plaisir que ce genre de jeu-là gosse énormément les personnes en position de contrôle qui essaient de se débarrasser de toi puis qui n'y arrivent pas. Ouais. Ben, c'est justement cette liberté-là qui est amenée par le fun, puis justement la décomplexion du jeu lui donne en fait beaucoup plus de créativité puis de lousse avec lequel jouer que des joueurs qui justement se permettent pas de mentir, se permettent pas de jouer de manière entre guillemets malicieuse ou justement un peu hors du sentier tout tracé qui est souvent facile de la loyauté puis du jeu d'équipe. Puis c'est ça, c'est que jouer sous la carte de la loyauté, c'est pas nécessairement ultra facile, mais c'est définitivement plus facile que de devoir penser à faire une fausse immunité que tu vas planter au conseil de tribu en disant que tu vas faire un plan C, B. C'est au cas où, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça donne cette espèce de pouvoir à la game de Rick Devens de un peu jouer autour de celle plus rigide des autres. Ça vient avec évidemment le downside que c'est souvent une game qui va t'amener à te mettre extrêmement sur l'avant-plan. Ouais. Et donc de devenir, comme tu dis, la cible un peu universelle pour tout le monde. C'est flashy, c'est risqué. Souvent, c'est une game qui se joue un peu plus facilement solo ou en petit groupe, donc tout le temps en position un peu minoritaire dans un jeu qui veut pas favorise les nombres, mais qui peut être extrêmement payant. Puis on le voit, comme tu dis, par son parcours où il s'est rendu loin les 2 fois où il a joué, tu sais. Mais, tu sais, t'as dit malicieux, puis ça me fait penser, tu sais, Devins joue avec zéro malice, là. Mais plus malicieux au sens de genre devious, un peu genre pense à des tu sais, il dit qu'il fait des mauvais coups, plus dans ce sens-là de malicieux que dans le sens méchant, là. Ben c'est drôle que t'en parles parce que Rob Cisternino, il parlait de une nouvelle tendance de qu'est-ce qu'est un héros et qu'est-ce qu'un vilain comparé à, disons, saison 20 Heroes vs Villains, que c'est vraiment pas pareil maintenant. Ouais. Puis tu sais, Devins fit là-dedans, là, malgré toutes les niaiseries qu'il fait. C'est un héros, là. Genre, tout le monde va root pour lui à la maison. C'est le underdog par excellence. C'est la personne qui va flipper le sou de Mr. Beast. Qu'il soit en danger ou pas, je pense qu'il l'aurait fait, là. Oui, je pense honnêtement que oui. Comme ça va lui faire plaisir de le faire, puis au pire, il serait parti full arm, puis comme, hey, j'ai essayé de vous amener plus d'argent. J'aurais voulu en profiter plus longtemps, mais I'm out, genre. Puis au moins, personne n'a besoin de faire cette twist-là, parce que moi, ça me fait plaisir. C'est le genre de choses que je suis né pour à Survivor. Puis je viens jouer ça à 100%. Là. Puis, man, je lève mon chapeau, parce que ça doit être rough, puis on le voit un peu dans cet épisode-ci. Tu sais, il y a comme un moton à la gorge qui est comme... Ouais, j'ai fini de faire mes niaiseries. J'en ai plus de temps, là. J'ai plus de taux de mon chapeau. Je vais essayer d'aller chercher un collier d'immunité. Je vais essayer d'aller chercher un idole dans le jungle. Je vais jouer mon Shot in the Dark. Tu sais, comme il va faire toutes les étapes qu'il faut, mais il sent que son temps est venu. Mais c'est ça, c'est un style de jeu un peu comme je faisais allusion tantôt qui est un peu aliénant, tu sais. Tu peux pas, c'est difficile de maintenir des plans aussi chaotiques, mettons, que ceux de Rick Devens, puis le dire à 8 personnes sur 12 dans une tribe, tu sais. Fait que c'est souvent un jeu qui t'amène à être un peu seul ou, comme je disais, dans le bas des chiffres. Puis c'est aussi un jeu qui te demande, qui est beaucoup plus drainant, parce que c'est tout le temps comme un 50-50 shot quasiment de est-ce que tu survis, est-ce que tu meurs dans le jeu, là, évidemment. Est-ce que tu... Ouais. Vas-y, finis ton... Mon point était surtout de dire que comme ça fait qu'un moment donné, c'est drainant émotionnellement. T'es la cible quasiment non-stop dans son cas. Fait que veux pas de tout le temps devoir te battre pour ta survie par le style de jeu qui est amené là. C'est sûr que c'est drainant puis qu'à un moment donné, t'atteins ton Waterloo, là. Ouais, mais j'ai l'impression que dans la saison 50, il y avait des alliés, il y avait les nombres, puis les gens ont choisi de le mettre en minorité. T'sais. Les gens ont choisi d'éliminer les autres personnes qui étaient avec. Puis je pense pas que c'est à cause de plans crazy que Rick Davids a fait. Là. Je pense que dans une saison 50, tout le monde a une cible jusqu'à un certain point. Là. Tout le monde a un historique, tout le monde
arrive avec un agenda de comme, oh, ces personnes-là sont dangereuses, faut que je les élimine. Mhm. Puis Rick en faisait peut-être partie, en faisait peut-être pas partie, mais il était quand même low-key là, pendant un bout. Là. Il était bien positionné, il faisait pas trop de niaiseries, il plaçait des pions, comme l'immunité cachée au conseil de tribu. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont continué à pile on, puis tu sais, Honneur et Intégrité a pris le lot, puis après ça, il y avait deux clans, puis il y avait les Middle People, ou les semblants de Middle People, parce qu'on s'entend que les Middle People, c'était Ozzy, Rizzo et Siri, là. Ouais. Et t'es fini maintenant, mais ouais, je pense qu'ils l'ont mis dans cette position-là, puis qu'il n'y a pas eu le choix de revenir à ce qui était. Puis C'est un j'ai bon trouvé point. ça beau dans son arc de la saison, de comme commencer un peu. Ouh, c'est le fun, je suis Mr. Spock, Captain Kirk, t'es mon Mr. Spock, des niaiseries de même. T'es comme, oh, on va faire des niaiseries, on va trouver des idoles, puis on va en planquer partout. À, je joue Loki, je me positionne parce que je vais me faire brûler, parce que le monde, ils savent quel jeu je suis capable de faire, quel chaos je suis capable d'amener. Puis après ça, ben là, j'ai plus vraiment de choix de revenir en tant que euh, Chaos Ruler des îles Fidji, puis de. Hey, je vais prendre les 2-3 personnes dans le bottom, puis on va juste exploser la game à tout le monde. Puis je vais prendre le heat pour eux. Ouais. Genre, Emily était cachée derrière Devons, Aubrey était cachée derrière Devons. Puis Mais je serais prêt à dire que d'autres gens étaient cachés derrière Devons parce que, dépendamment de t'es positionné où, quelqu'un d'autre est ton shield. Puis Devons était à peu près le shield de tout le monde. Là. Mais c'est ça l'affaire. Puis je pense que c'est pas de sa faute, mais c'est un peu le downside d'un jeu comme ça, où c'est que tu deviens l'écran de fumée de ben du monde, mais rendu à un stade où ils sont dans la saison avec 2 millions on the line, avec peu de place pour se cacher, peu de rondes pour éliminer toutes les menaces, dont Rick Devens fait partie. Je pense, je sais plus c'est qui le disait, mais quelqu'un dans l'épisode qui mentionne que les coups de Rick, je pense que c'est peut-être Aubrey, les coups de Rick Devens, c'est pas juste des coups crazy, c'est des coups qui aident son jeu et qui Ouais, impressionnent le jury. Fait que 100%. Rick Devens, en se permettant de jouer comme ça, c'est peut-être pas tout le monde sur le jury qui l'apprécie, mais surtout, j'ai l'impression que les joueurs du New Era ou les joueurs un peu plus cérébraux ou stratégiques vont respecter le gameplay de Rick, ce qui Ouais. en fait une menace réelle Mhm. euh, s'il se rend au Final Tribal. Fait qu'il y a une raison aussi légitime de vouloir l'éliminer, tu sais. C'était un bon move pour bien des joueurs encore présents d'éliminer Rick Devens à ce moment-là. Pas tous. Je pense qu'il y a des joueurs qui Non. auraient bénéficié de son bouclier encore une peut-être ronde ou deux. Ouais. Pour moi, Rick, c'est le joueur parfait à éliminer plus un top 5 ou même à la limite au firemaking. Mais par contre, tu prends Ouais, le il est risque. bon, là. Ouais. Il peut se débrouiller au firemaking. Mais quoi, il a perdu. C'est comme ça qu'il a été éliminé dans sa saison. Oui, mais ils ont dû. C'est pas pour rien que Chris s'est mis là parce qu'il était la seule personne qui était capable de le battre, C'est vrai. possiblement. T'sais. C'est vrai. Puis, mais pour moi, Rick Devens, c'est que tu veux amener ce bouclier-là jusqu'à temps que Ouais, comme il n'y a plus d'autres options. Là. exact. Fait que pour moi, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que dans le cas de Rick, il a fait ce qu'il a pu, mais comme il est arrivé à court de munitions, puis à un moment donné, sa menace, il l'a rattrapé. Là. Ouais. Mais ça ferait du sens que ça soit Aubrey qui ait dit de quoi dans ces lignes-là. Parce que, tu sais, Aubrey se retrouve un peu comme Rick on the out, à tout le temps être le prochain plan. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que elle est comme, bon, ça c'est un shipwreck à devenir. Là, fait que je vais quitter ce bateau-là. Tu sais, j'ai vogué avec un vote ou deux. J'étais derrière son cou pour le flip dessous. Puis après ça, je vais bouger. Je vais être un peu plus fluide. Puis je veux montrer aux gens que ben, c'est un peu à cause de moi que Ozzy est parti, malgré que le monde ne sont pas d'accord. Tu sais. Fait que c'est de mieux se positionner, de mieux se faufiler, de voir qui que le monde pense qu'ils ont pas de chance à aller à la fin ou qui ont toutes les chances d'aller à la fin, mais pas de vote, des choses de même. T'sais. Fait que je trouve que la lecture de Aubrey est très bonne à ce moment-ci. Puis c'est dans l'épisode au complet, là, je me rappelle plus. Il y a eu beaucoup de moments Aubrey in and out, là, je trouve, dans cet épisode-ci. Ouais. Mais Fait c'est l'épisode où on a vu Aubrey prendre le ownership le plus probant de sa game.
où elle est... Ben, je dirais, à partir du moment du vote de Ozzy, à partir du dernier épisode, l'élimination de Ozzy jusqu'à maintenant, on voit que Aubrey est présente dans la saison, elle joue un rôle, elle est souvent impliquée dans les votes. Elle a été impliquée narrativement depuis le début avec la rivalité Genevieve et elle. Mais depuis quelques... Puis, tu sais, son narratif, je le trouvais très négatif au début de saison par rapport à elle, par rapport à Survivor, etc. Mais là, je le vois un peu plus comme un narratif de... Ben, je suis rendu là, je vois les étapes qu'il faut que je fasse pour me rendre jusqu'à la fin dans un scénario qui m'avantage, parce que c'est ça qui l'a coûté, c'est que t'arrivais à la fin dans un scénario qui l'avantageait pas. Contre Michelle, puis tout ce qu'on sait sur sa défaite dans la saison 32. Mais, fait qu'elle voit les étapes, puis elle les explique, puis là, on voit qu'elle essaie de placer ses pions pour trouver son chemin idéal. Puis ce qui l'avantage là-dedans, c'est qu'il y a au moins 2 à 3 joueurs qui sont vus comme des plus grosses menaces qu'elle, encore dans le jeu. Puis souvent, Survivor, dans ce stade-là, c'est tu veux pas être la menace numéro 1, tu veux être la menace, exemple, 3-4. Comme ça, tu as le temps d'éliminer les menaces 1, 2, 3, puis que quand il arrive au moment où tu peux plus te faire éliminer, ou tu peux aller juste au firemaking ou peu importe quoi, ben là, tu es la menace la plus importante restante. Fait que c'est de savoir qui sont les plus grosses menaces que toi, puis quand est-ce qu'il faut que tu les élimines autant que possible pour devenir la seule menace restante à la fin. Là, corrige-moi si je me trompe, là, dans la première partie de l'épisode, c'était beaucoup entre Aubrey et Rick, mais il y avait Siri qui est comme faut que Rick il parte, ça fait 2 votes qui essaient de me sortir, puis il va prendre du momentum, puis je veux pas ça, fait que je veux enlever ce danger-là. Mais il me semble que le monde hésitait entre Aubrey puis Rick. Je me rappelle plus exactement qui était l'autre option. Parce qu'avec deux épisodes en un, c'est un peu dur à souvenir. Ouais, je vais... En fait, c'est... En fait, c'est Rizzo qui était l'autre plan. C'est que, pour résumer, là, maintenant que j'ai juste revu mes notes, dans le fond, c'est que Rizzo était la dernière personne encore dans le jeu avec une immunité cachée à cette ronde-là. Et Tiffany commence à être vraiment tannée de voir Rizzo flotter avec son idole et en profiter justement comme un espèce de bypass gratuit de ronde après ronde, comme il a fait dans la saison 49, comme il refait là, dans la saison 50, après avoir flushé l'idole de Ozzy en l'éliminant par blindside la dernière fois. Mais ils se sont dit ce serait le temps également de soit sortir Rizzo tout simplement, ou à la limite, au pire, d'y faire jouer son immunité. Ouais, c'est que Siri préférerait, là, mais je suis comme, il manque un peu de temps à Siri pour juste sortir son idole. En même temps, clairement qu'elle veut l'amener à la fin, parce que le monde réalise que Rizzo piss off un peu du monde sur le jury. Surtout Aubrey, puis c'est là qu'elle jump in, puis elle est comme, non, moi je veux garder Rizzo, puis je veux l'amener à la fin. Ouais. Mais c'est ça, c'est que Rizzo, puis on va pouvoir continuer d'en parler un peu dans l'épisode, parce que c'est quand même un sujet qui est revenu quelques fois, le Rizzo, puis sa relation avec sa propre game, sa relation avec les autres. Je pense que Rizzo est un cas étrange à analyser, je trouve, parce que pour moi, il y a une game qui se défend extrêmement bien. Oui. Mais là où je me pose la question si Rizzo peut, par exemple, gagner cette saison-là, etc., c'est est-ce que les gens respectent Rizzo? Pourquoi les gens laissent Rizzo autant flotter avec une immunité connue? Est-ce que c'est parce que ils sont genre, il y a d'autres priorités? Ce qui un peu vient à conclure que Rizzo est pas vu comme une menace malgré ça. Mais est-ce que c'est que la game de Rizzo est très bien cachée, ce qui peut être un bon coup à démasquer rendu dans un tribal conseil de tribu final? J'ai de la misère à me positionner, je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus, parce que moi tout le long de l'épisode j'étais comme, est-ce que Rizzo est une menace ou est-ce qu'ils s'en foutent tous de Rizzo, puis c'est pour ça qu'ils sont genre au pire, tu sais, puis il y a juste Stéphanie qui est genre non, faut qu'on sorte. Rizzo, déjà avec sa saison 49, il a grow on me fort, là, puis je pense que c'est vraiment un bon joueur, puis que juste par sa nature, le monde le sous-estime.
Puis je pense que c'est encore le cas actuellement dans la game. Je pense que le monde le sous-estime parce qu'il est capable de cacher des choses. Tu sais, déjà que le monde soit pas au courant de la saison 49 à 100%, il peut juste expliquer ce qu'il a fait à la saison 49 et 50, puis c'est ça son CV, parce que c'est tellement proche que ça a du sens. Puis ça me fait poser la question de est-ce que, exceptionnellement, que c'est tous des returning players, que c'est la célébration de Survivor, est-ce que le monde va prendre l'historique des joueurs en conséquent pour leur vote? Est-ce que disons qu'Aubrey serait à la fin puis que est habitué de se rendre vraiment loin dans la game dans toutes ses saisons, est-ce que ça va avoir un plus gros impact que Joe et Jonathan qui sont juste à leur deuxième saison, que Rizzo qui est à sa deuxième saison puis que le monde semble pas respecter autant sa game? Je pense que le monde l'apprécie, mais je pense qu'au niveau de la personne, mais au niveau de sa game, le monde a l'air un peu à s'en battre les couilles. C'est mon langage. Non, mais t'as raison. C'est vraiment ça. Mais c'est pour ça que je me pose la question de... Tu peux apprécier la personne, tu peux reconnaître qu'il joue bien, mais il y a une espèce de niveau de respect de la personne / de la game. Là. C'est un peu parallèle. Qui est comme nécessaire, j'ai l'impression, quand même dans les critères de vote que bien des joueurs ont et ont eu par le passé. Fait que Rizzo a peut-être bien joué une des meilleures games en ce moment de la saison. Là, je veux dire, je pense que Rizzo est un truc qui a le mieux joué ses cartes dans la saison. Mais justement, le fait qu'il a peut-être pas ce niveau de respect-là de la part des autres, puis c'est malheureux. Mais parce que j'ai pas l'impression que c'est entièrement causé par lui-même. Il y a des joueurs que comme le monde les respecte pas, mais c'est causé par eux-mêmes, genre coach. Coach non, mais puis je dis même pas ça pour ghoster coach, mais c'est que tu vois les joueurs voir coach faire des coachings puis rouler les yeux. Oui, il respecte pas sa game. Exact. Dans le cas de coach, c'est à mon sens entièrement causé par lui-même. Dans le cas de Rizzo, oui, je pense qu'il y a une partie de ça qui est causée par lui-même. Je pense qu'il y a un tempérament. Je pense qu'il est très, 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 très Gen Z pour un casque qui est vraiment plus vieux que lui. Fait qu'il y a un clash générationnel là-dessus. Fait que ça amène à moins respecter le petit kid. Ouais, surtout ceux qui restent. Tu respectes-tu le petit kid de 25 ans, même s'il vous a tout clenché. C'est là où j'ai peur pour lui qu'il ait peut-être joué une des meilleures games sur les îles, mais que cette game-là soit pas respectée. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est de sa faute ou non, tu sais? Ouais. Puis moi, j'ai pas l'impression que c'est entièrement de sa faute. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, j'y souhaite juste qu'il sous-estime juste assez pour l'amener à la fin. Puis qu'il surprenne tout le monde, puis que le monde soit convaincu par ce qu'il dit. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de crainte au niveau de sa game. Puis, avec 2 saisons aussi fortes pour lui, disons qu'il revient dans une 3e saison, ça va être dangereux, puis le monde va le sortir plus tôt que tard, puis il pourra pas, tu sais. Mais je suis d'avis que si, exemple, Rizzo avait joué la même game, mettons que 49 et 48 avaient été inversés dans l'ordre, je pense pas que Rizzo aurait nécessairement été capable de se rendre aussi loin 2 fois de suite. Non, parce qu'il a basically fait la même chose sans avoir une number 1 aussi tight que Savannah dans 49, mais d'avoir trouvé par un peu pur hasard, par chance, en milieu de parcours, Siri et Ozzy, puis c'est collé à ça, puis quoi de mieux que Siri pour choisir si tu t'en vas ou pas un soir, là, tu sais, il y a personne qui est capable de faire ce que Siri a fait dans ces saisons, puis surtout dans cette saison-ci, là, Siri est incroyable, tu sais, quand tout le monde est seté sur un plan, que 2 plans en vue, elle revient, puis elle est comme, ah non, je suis pas d'accord avec le plan, puis tout le monde fasse comme, ok, on va changer le plan. Man, c'est crazy, là. Comme, c'est pas pour rien que c'est la meilleure joueuse à avoir jamais gagné, là. Ben, moi, je pense que écoute, on reviendra là-dessus, là. Mais pour un peu conclure sur cette première moitié d'épisode, l'élimination d'Evan, c'est juste pour nous permettre de transitionner vers la deuxième moitié d'épisode. Tu sais, en gros, le débat qu'il y avait dans la tribu à ce moment-là, c'était vraiment, est-ce qu'on élimine Rick Devens, qui est la cible évidente, que s'il se rend à la fin, il y a des très 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 fortes de chances de gagner, qui peut sortir un lapin de son chapeau à n'importe quel moment, puis donc qui insécurise beaucoup, ou est-ce qu'au contraire on n'utilise pas
cette espèce de méga épée de Damoclès de tout le monde qui est Rick Devens pour faire un coup peut-être plus flashy et bénéfique peut-être en éliminant un réseau qui navigue paisiblement avec son immunité cachée, puis qui a justement un peu cette confiance-là qui, je pense, irrite un peu certains de pas la jouer conseil après conseil. Puis en même temps, il la joue pas parce que son nom ressort pas, là, mais ça, c'est un autre enjeu. Là. Ouais, là, son nom ressortait fort, mais... Oui. Il est comme clairement que le monde va voter Rick. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on a vu justement Siri travailler fort pour que ça n'arrive pas. Justement, puis Aubrey aussi, là, justement parce que Rizzo est un outil pour ces deux femmes-là dans leur game. Ouais. Plus qu'il l'est pour une Tiffany qui, au contraire, moi je pense que Rizzo est un des plus gros obstacles en effet pour la game de Tiffany. Mm-hmm. C'est pour ça qu'elle se bat autant à le sortir. Là. Ouais, puis c'est légitime. Puis Tiffany, pour moi, c'est pas un mauvais move de sortir Rizzo à ce moment-là. Je suis d'avis que pour elle, sortir Rizzo au top 7 est plus avantageux que de le sortir au top... de sortir Rizzo au top 7 est plus avantageux que de sortir Rick Devens. Puis donc de sortir Rick Devens à la prochaine round au top 6 ou même à la limite au top 5, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était un peu ça le débat là, en allant au conseil de tribu, l'immunité qui avait été remportée justement par Joe, ouais, cette round-là c'était Joe. Parce qu'il a amené Siri et Rizzo manger du barbecue. C'est vrai. Puis Tiffany était pas full contente parce qu'elle est comme, hey, c'est pas vrai qu'ils ont pas mangé, ils ont gaspillé plein de nourriture. Elle était genre, Rizzo a gaspillé plein de nourriture aux enchères pis tout. C'est vrai. Une autre raison de pourquoi Rizzo peut-être ne pourrait pas gagner cette saison-là, même s'ils seront au top 3. Juste cette irritation personnelle-là. Tu sais, c'est niaiseux, mais comment les gens te font sentir sur les îles, ça impacte sur est-ce que j'ai envie de voter pour cette personne-là ou non à la fin de la journée. 100%. Fait que voilà, tu sais, au final, ça a été un peu ce débat-là qui a circulé de est-ce qu'on sort Rick, est-ce qu'on s'en sert plus comme un écran de fumée. Ça n'a pas été la ronde la plus... ça n'a pas été la ronde la plus chaotique, là, vraiment. Ça a été très rapidement là, ralenti l'espèce de plan de on sort Rizzo où on le fait sortir son immunité. Il y avait peut-être un espoir de juste faire assez peur pour qu'il la joue, mais que ça soit quand même Rick Devens qui parte. Mm-hmm. Qui, je pense, aurait été, comme tu dis, le scénario idéal pour Siri, mais malheureusement pour Rick, ça n'a pas été le cas. Puis je trouve ça bien qu'il ait essayé de jouer son Shot in the Dark pour... tant qu'à ce que... Parce que même à la limite, si il y avait vraiment un plan qui se mettait en branle pour sortir Rizzo, puis qu'il y a une ou deux personnes qui votent pour lui, même si, mettons, la majorité des votes est sur Rick Devens, puis que lui il a joué son Shot in the Dark, puis ça marche, il a pas besoin d'avoir son vote pour ça. Il peut juste espérer que les gens le fassent, joue son Shot in the Dark, puis il y a un ou deux votes sur Rizzo, puis dans le cas où les 6 autres votes ont été sur lui, comme ça a été le cas dans la vraie vie, dans le vrai scénario, ben ils doivent retourner au revote, puis j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, Rizzo peut jouer son idole. Fait que s'ils veulent sortir Rizzo à ce moment-là, il est trop tard. Fait que lui, il avait absolument rien à perdre de jouer son Shot in the Dark à ce moment-là. Même s'il y avait un plan, c'était pas un plan, je pense qu'il y avait assez de traction pour nécessiter absolument son vote. Il a pris la bonne décision. Le hasard aura juste pas été de son côté. Man. Fait que c'est comme ça qu'on perd un des meilleurs personnages de cette saison. Et ça me fait un peu de la peine. Ah oui. Mais, veux-tu nous dire qui est la seconde personne et dernière avant la grande finale à se faire éliminer et à rejoindre le jury? Quand je disais que l'élimination précédente m'a fait de la peine, je pense que celle qui s'en est ensuite suivie m'a fait encore plus de peine pour des raisons complètement différentes. Ouais. C'est malheureusement Siri qui, pour la première fois de sa carrière de Survivor, a été éliminé dans des circonstances normales. Oui. Ça n'a aucun sens, mais c'est vrai. Malgré la centaine de jours qu'elle a joué, sa participation à Australian Survivor, c'est la première fois que Siri a été éliminée par un vote qui n'impliquait pas soit des immunités,
soit des twists, soit des avantages quelconques ou avantage given. On a eu ça, on sait tous c'est quoi. Firemaking, c'est la première fois qu'elle est éliminée normalement du jeu. Ce qui témoigne d'à quel point cette femme est incroyable à Survivor et aussi incroyablement malchanceuse. Quelle saison de la part de Siri qui a été éliminée par un vote de, je crois c'était 6 contre 2. Ouais, 6 contre 2. Donc elle et Tiffany, je pense qu'ils ont été les deux à voter pour Rizzo. Non, pour Aubrey. Aubrey, ouais. Ouais, quelle joueuse, quelle saison, man. Pour vrai, je pense qu'elle a joué la meilleure game de la saison. Oui. Ça m'a étonné 100%. à quel point qu'elle s'est rendue loin. Sachant à quel point cette femme est bonne à Survivor, à quel point elle est capable de faire pivoter des plans, orchestrer des plans, l'emprise qu'elle avait sur la tribu, malgré le fait que c'est tous des joueurs qui savent à peu près ce qu'ils font. Ouais. C'est fou, là. Puis ça démontre à quel point sa capacité d'adaptation avec qui elle joue, elle peut jouer avec n'importe qui puis trouver une épingle à sortir de sa botte, là. Mais ce qui fait sa force, puis je vais revenir à un peu ce que Dee disait plus tôt dans la saison quand elle était comme faut que je sorte Siri. C'est que Siri a un magnétisme que tu peux pas l'haïr. Tu veux juste être son ami, tu veux juste l'apprécier. Puis je pense que tout le monde est rentré dans cette saison-là en se disant hey, il y a des grosses cibles. Siri est une des plus grandes cibles qu'on a à affronter cette saison-ci. Mais est-ce que je veux faire un bout de chemin avec elle? Puis ceux qui se sont dit hey, je veux l'éliminer, ils ont fait comme ok, peut-être pas tout de suite, elle est fun, je vais jouer un peu avec elle, puis je vais la blindsider plus tard. Puis ces personnes-là se sont toutes faites avoir, un après les autres, avant. Soit par Siri, soit par d'autres gens, soit par des twists. Mais je pense que c'est ça qui fait vraiment la force sociale de Siri. C'est que tout le monde sait qu'elle est dangereuse, mais personne... Genre, tout le monde hésite à l'éliminer quand elle est full vulnérable. Mais c'est ça. Je pense qu'au début, le monde hésite parce qu'il l'apprécie. Puis ça switch à le monde hésite. Maintenant, dans la saison, ça a switché parce que le monde hésite parce qu'ils ont peur. Puis ça a été mentionné par Rizzo dans une conversation avec Aubrey quand l'idée de sortir Siri a été lancée pour la première fois. C'est que si tu mentionnes le nom de Siri ou de ses alliés, pour le fait même, il y a de très 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 fortes chances que ça se retourne contre toi par la suite. Fait que c'est ça qui est encore plus capoté dans sa game. Au début, ça commence de hey, je l'aime, je la respecte, j'ai envie de jouer avec elle. Je peux pas l'attaquer, c'est ma game qui va en périr. Puis c'est un point que je voulais mentionner quand on parlait de Rick Devens, que j'ai finalement, la conversation continue, puis ça n'a pas revenu. Puis c'est la notion de jouer pour gagner versus jouer pour pas perdre. Puis le point que je voulais dire par rapport à Rick, c'est que Rick joue pour gagner et ne joue pas pour pas perdre. Donc va justement se permettre de faire les coups qui sont peut-être absurdes ou chaotiques ou intenses, gros, out there, flashy, mais qui sont peut-être pas les chemins les plus faciles à naviguer. Dans le cas de Siri, ben c'est que elle utilise le fait que les gens jouent pour pas perdre à son avantage. Va créer cette espèce de peur de aller contre Siri parce que ça pourrait se retourner contre toi. Mais d'une manière en même temps qui est tellement aimable et douce et réconfortante qu'elle file pas méchante. Même si elle a un jeu de mafioso, genre. Ouais. Man. C'est ça qui est impressionnant, là. Deux rough éliminations que je comme... Vraiment. Il reste plus grand monde que je veux voir gagner, que je joue 100% pour. Il y a beaucoup de gens que ça me dérange pas, là. Je serais pas fâché qu'ils gagnent. Là. Mais que je route vraiment, puis que s'ils gagnent, je vais me lever de mon sofa, puis je vais faire comme yes, let's go! Moi, je pense pas que je dirais qu'il y en a aucun des 5 qui me ferait réagir comme ça après
je vois assez d'éléments de la game de plusieurs de ces joueurs-là pour que je comprenne, puis que j'accepte leur victoire, puis que je sois à l'aise avec leur victoire. Je pense qu'il n'y en a aucun que, quand il va gagner, je vais faire comme « Let's go! » Je pense que ces deux dernières personnes qui restaient pour moi, c'était Siri et Devin, fait que ça a été un épisode un peu violent. Parce que c'est les deux personnes que je suis comme « Ah, j'aurais... » Tu sais, comme en tant que fan, en tant que personne qui regarde ça comme un divertissement, c'était les personnes avec qui je me rattachais le plus. Par contre, après ça, peu importe qui va gagner, je suis content pour eux que le 2 millions va faire une différence dans leur vie, puis va les... Mais après ça... Mais c'est un peu à cause de tout ça que je veux vraiment que ce soit Rizzo qui gagne. Je comprends. Ça me fait rire le underdog que personne connaît, que personne n'a vu la saison, qui serait à la fin avec basically le même jeu, parce que le monde ils savent pas c'est qui. Moi, je sais pas, j'ai de la misère à pas root pour lui. Je comprends. J'aime, mais moi, tu sais, je respecte énormément son jeu. Tu sais, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la saison qu'au début, j'étais comme... Mais toute la saison 49, j'étais comme, tu sais, Rizzo a bien joué, mais est-ce que c'est la chance de la circonstance qu'il y avait? Puis là, on le voit avec cette saison-ci que, non, tu sais, c'est quelque chose qu'il a été capable de reproduire. Dans des circonstances où sa game était inconnue, mais il a quand même été capable de reproduire pratiquement la même game avec le même niveau de succès. Déjà, ça en soi, c'est très impressionnant. Là où je suis comme avec Rizzo, un peu plus... ben, pas tant que je... Tu sais, je serais super content pour lui s'il gagne. Je pense que ça serait amplement mérité niveau de jeu. Ma crainte pour lui, c'est que, comme je l'ai mentionné en première moitié d'épisode, c'est qu'il n'y ait pas ce respect-là, puis je serais un peu déçu pour lui. Mais il y a tout ce qu'il faut pour l'emporter. Il faut juste qu'il trouve une manière, je pense, de gagner ce respect-là et espérer que les gens... Parce que là, tu sais, il a son immunité encore au top 5. S'il est smart, il l'a fait dans sa saison, à ma connaissance, il l'a joué au top 5 juste pour se garantir le top 4. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. On s'en fout que tu la gardes. Moi, je trouve que il se doit de au moins se permettre d'avoir sa revanche au Firemaking. Donc, moi, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour gagner. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Ouais. Ça, le temps va nous le dire. Moi, je serais quand même content que Tiffany gagne, juste pour le fait que je trouverais ça intéressant de voir la joueuse qui était invisible en début de saison. Ouais. Puis que ça serait comme, les monteurs nous ont joué un tour. On était tous comme, yo, qu'est-ce que Tiffany... Genre, qu'est-ce que Tiffany a fait à la prod pour pas qu'il la monte, etc. Puis que ce soit comme un peu un bait à la Tina Wesson dans Survivor saison 2, où le premier gagnant, Richard Hatch, était tellement visible que c'était quasiment un peu prévisible qu'il allait gagner à la fin. Fait qu'ils se sont dit, ok, ben pour éviter que notre deuxième gagnante soit autant évidente, on va la cacher un peu au début, puis que les gens réalisent un peu sa montée en puissance. Je trouvais ça cocasse qu'ils réutilisent un peu ça pour nous cacher l'éventuelle gagnante. Après ça, puis je pense qu'elle a extrêmement bien positionné ses cartes tout le long, où Tiffany a pratiquement jamais été une menace, jusqu'au moment où ben c'est là que les gens commencent à faire comme « Oh, Tiffany a été bien positionnée toute la saison, a été derrière tous les coups pratiquement, ou a été dans la loupe de pratiquement tous les coups, sauf le vote de Dee. A réussi à se réintégrer dans les dynamiques sociales la seconde où elle en est sortie. Fait que je serais quand même... Je pense que je serais quand même très content pour elle qu'elle puisse remporter cette saison-là. Puis je pense qu'elle a une trame narrative qui me satisferait maintenant qu'on la voit vraiment plus éclore en deuxième moitié de saison. Puis sinon, je dirais Aubrey aussi, que je serais quand même... genre, j'ai pas aimé la saison d'Aubrey. Moi non plus. Mais c'est ça, il y a un mais. C'est ça. Il y a quand même une raison pourquoi elle se rend aussi loin tout le temps. Puis cet épisode-là, elle l'a un peu montré. Puis pour faire un parallèle avec Tiffany puis Aubrey en même temps, là, c'est un peu le pitch que Aubrey fait aux autres de comme, hey, Tiffany, c'est la joueuse cachée que personne voit, qui est la plus grande menace, une des plus grandes menaces actuellement dans la game, mais personne sait qu'elle a ce degré de danger-là. Puis ça lui donne des mauvais souvenirs de Michelle qui
sneak jusqu'à la fin, puis que tout le monde apprécie, tout le monde respecte sa game, puis finalement vote tout pour elle. Puis je verrais, tu sais, disons, Aubrey contre Tiffany en finale, que le monde vont plus pencher vers Tiffany parce que ils vont plus respecter sa game, puis ils vont plus. Ils ont eu plus de connexion avec elle qu'Aubrey, qui a eu beaucoup de misère cette saison-ci à connecter avec les gens. Mhm. Je pense que pour moi, si Aubrey veut gagner cette saison-là, va falloir qu'elle explique clairement et efficacement et humainement comment elle a réussi à passer à travers ses traumas, améliorer son jeu des dernières fois. T'sais, elle a déjà eu elle a eu des très bonnes saisons, elle a eu des bonnes games. Comment là, ça fait qu'à la saison 50, ça lui a permis de se rendre à nouveau là, mais d'une manière différente et pas répéter les mêmes erreurs du passé qui a fait qu'elle n'a pas été capable de gagner contre une Michelle, justement. Mais je pense que ce qui a été la force de Aubrey cette saison, puis c'est ironique un peu, c'est la raison pourquoi j'ai pas tant aimé la regarder jouer cette saison. Puis je m'excuse mon langage, mais c'est son espèce de fuck you attitude qu'elle a eu tout le long de la saison. Où elle a une espèce de genre frustration contre l'univers. Ouais. Qui est. Qu'au début, j'étais genre. Comme. D'où ça vient, puis pourquoi, puis qu'est-ce que tu fais là si on dirait que t'as eu autant ça. Ouais. Mais là, cet épisode-ci, en ayant encore ça en tête, puis en la voyant jouer, je me suis dit, en fait, c'est pas que l'attitude est fuck you envers Survivor, c'est fuck you envers tout ce qui l'a empêché de gagner Survivor la première fois. C'est toute cette espèce d'anxiété dirigée envers elle-même, la difficulté inhérente du jeu, toutes les affaires qui l'ont qui ont rendu son jeu pénible les premières fois, des expériences des fois difficiles. C'est un peu en genre, manger toute la chenoute, tous ceux qui ont douté en moi, tous ceux qui disent que j'aurais pas dû gagner, tous ceux qui disent que, tu sais, peu importe quoi, je vais y aller, puis m'en foutre complètement, puis juste me rendre là pareil. C'est comme ne pas avoir peur, ne pas me laisser submerger par ces peurs-là, ne pas laisser le monde dicter comment je devrais jouer, ne pas attendre avant de faire les coups qu'il faut que je fasse. C'est un peu tout ces... Fait que ça a recontextualisé un peu pour moi toute cette frustration qui semblait l'habiter, que je comprenais pas, puis qui m'énervait. Ça m'énerve encore, parce que je trouve pas que c'est super divertissant regarder quelqu'un avoir l'air piste à la caméra non-stop, mais ça m'a comme un peu plus mis en paix avec son histoire. Après ça, je sais pas si elle a tout ce qu'il faut pour gagner. Je pense que ça va dépendre de contre qui elle se retrouve à la fin. Puis le fait que dans le jeu, il y a encore Jonathan et Joe qui sont dans le jeu, pour moi, donne deux excellents adversaires potentiels pour que même si la game d'Aubrey est peut-être pas ma préférée et la meilleure, je pense que comparé à celle de Joe, de Jonathan, mais surtout de Joe, elle pourrait gagner. Jonathan, ça peut être plus débattable. Je pense qu'il y a des gens qui... Ouais. Je pense que Jonathan a une game qui se défend, mais Joe, je pense que c'est un cas perdu. Puis après ça, amener les deux, ça peut être un bon guess, parce qu'ils vont peut-être se diviser, justement, les votes de leurs anciens alliés, des choses comme ça. Fait que... Non, moi je pense que Aubrey peut gagner. Il y a des scénarios où je la vois gagner. Ouais. Mais je pense que ce scénario-là, pour moi, implique un départ de Rizzo et Tiffany que je vois comme des plus grosses menaces qu'elle. Peut-être que je me trompe. Mais après ça, elle se bat actuellement pour garder Rizzo dans la game. C'est ce qu'elle fait encore, parce que Devins est parti, ils sont comme OK, let's go back to Rizzo avec son idole, sortons-le. Et elle fait tout un plan contre Tiffany et loop tout le monde dedans. Puis Jonathan pousse à ne pas avoir Siri dans la loupe parce que Tiffany est rendue vraiment proche de Siri. Fait que tu sais, de voir tout ça partir d'Aubrey, je suis comme OK, je comprends un peu plus pourquoi qu'elle revient aussi souvent dans les saisons et tout, parce que j'imagine qu'elle a fait ce genre de move-là, puis de influencer les votes, prendre le contrôle, des choses comme ça, sans trop que ça soit une grosse cible visible. Mais c'est qu'Aubrey a une excellente lecture du jeu. Ça a été, je pense, une de ses forces toutes les fois, sauf, je dirais, Edge of Extinction, qui était peut-être sa moins bonne présence, puis ça s'expliquait par son moins bon classement que les autres saisons.
mais Aubrey a souvent une très 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 bonne compréhension des dynamiques sociales et stratégiques dans la tribu. Fait que ça lui permet de comprendre quel est le meilleur move par rapport à la position X ou Y dans laquelle elle se trouve à un moment donné. Fait que ça lui donne un peu plus de capacité après ça de faire les bons pitchs aux bonnes personnes pour que son plan, autant que possible, se réalise. Là, ça n'a pas marché ce coup-ci pour une raison de Tiffany qui gagne l'immunité, mais l'idée était là. Ouais, man. Tout le monde qui se bat contre Tiffany, puis Tiffany est ultra focus, puis elle y arrive pareil, puis j'étais comme, hey, Aubrey, puis elle s'en est voulu, là. Aubrey, elle l'avait, là. Elle a passé trop de temps à expliquer à Joe et Jonathan comment épeler, puis que Joe a fait la même erreur que dans sa saison, que des deux côtés, c'est pas la même chose. Sorry là, d'avoir pris cet accent-là, mais je suis comme, man, t'as fait l'erreur dans ta saison, tu le fais une deuxième fois quand ça compte encore plus. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non. Joe, pour moi, cette saison-là, c'est une catastrophe, malheureusement. Tu sais, autant que sa première saison, je trouvais que. C'était pas. C'est sûr que c'est pas le genre de joueur qui viennent généralement me chercher sur le plan stratégique. Sur le plan humain, je veux dire, j'ai rien contre Joe, là, whatever. Je suis sûr que c'est une très belle personne. Après ça, est-ce que je trouve qu'il y a une hypocrisie dans son jeu, dans sa manière de présenter son jeu, puis de juger celui des autres? Oui. Après ça, l'humain Joe derrière ça, derrière le personnage, le joueur, j'ai rien à dire contre lui, absolument pas. Mais l'affaire avec toute la saison déjà de ce qu'on a vu, les réactions des autres autour de lui, je suis comme, pour moi, ça hurle le finaliste à 0 vote. Là. Ouais. Comme il n'y a aucune chance, je crois, qu'il remporte. Et je serais étonné qu'il reçoive plus que, mettons, un vote, peut-être 2. Ça, c'est dans le cas extrêmement généreux où les personnes qui sont contre lui, c'est du monde qui ont gossé royalement, genre Coach puis Stephanie, ou Coach puis genre Chrissy, tu sais. Fait que Tiffany protégée, le plan commence à se former vers Siri à ce moment-là. Doivent aller chercher pas mal tout le monde. Ouais. Ben, Aubrey doit aller chercher Rizzo, Joe, Jonathan pour être de son bord. Ce qui est quand même crazy. Parce que dans le plan de Tiffany, Jonathan voulait garder Siri out of the loop. Rizzo il est comme, nah, c'est mon number one, je vais aller le dire. Puis il est allé le dire. Puis, man, quand que Siri a voulu reflipper ça, sachant que son nom tournait sur Aubrey et qu'elle a utilisé la trahison de Rizzo, mais en disant que c'était Aubrey qui avait flip à Jonathan. Jonathan est comme, oh man, ok. Puis il était quasiment convaincu, là. J'étais comme, oh man, c'est dangereux, là. Puis Rizzo avait raison, là, quand tu dis son nom, faut que tu sois prêt, puis faut que tu sois blindé, faut que tu aies des nombres parce que elle va trouver des cracks, puis elle va les utiliser. Puis elle va créer des cracks. C'est pas juste les trouver. Il n'y avait pas de cracks dans cette gang-là. Ouais. Le plan était pratiquement foolproof. Évidemment, pas à 100%, mais c'est pratiquement parfait. Pratiquement aucune crack, aucune possibilité de trouver un bout où s'insérer. Puis elle l'a fait en protégeant la personne qu'elle voulait protéger, en mettant la cible sur une autre personne qui était le peut-être maillon faible relationnel de ce groupe-là, fait que d'où la craque que tu mentionnes, mais tu sais, elle a quand même juste inventé une histoire et ça a failli créer la craque nécessaire pour qu'elle puisse s'en sortir. Man. Je trouve ça bien parce que dans les deux dans les deux portions d'épisodes de sortie de Rick puis Siri, on les a vus faire ce qu'ils font le mieux. Oui, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Malgré que Rick c'était pas autant flamboyant, il a quand même été vrai à lui-même. Il a fait un beau speech parce que c'est un bon orateur. Puis il a fait un dernier, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais sortir mon Shot in the Dark. Fait que, ouais. Malgré que l'épisode m'a rendu vraiment triste pour les deux personnes que j'appréciais énormément, qui restaient dans la game puis qui sont parties. Mais je me dis,
c'était quand même un foutu bon épisode. Ouais. Cette saison-ci, man. Juste avant la finale en plus. Why not? C'est comme. Si on regarde juste le résultat de l'épisode, surtout là aussi le fait que deux des meilleurs personnages de la saison qui soient éliminés dans le même épisode, un peu dans 2 rounds qui ont été comme un peu coupés de moitié par le fait qu'ils n'en ont jamais 2 dans un seul épisode. Ouais. C'est un peu dommage, par contre, puis le résultat évidemment est triste parce que comme on dit, c'est 2 des personnages principaux de la saison. C'est 2 des personnages qui ont été un peu montés pour qu'on souhaite un peu leur victoire, puis de les perdre back-to-back comme ça, juste la veille de la finale, c'est triste, c'est décevant. Puis ben justement, le fait que les 5 joueurs restants ont des chemins vers la victoire qui sont peut-être moins traditionnels, donc moins faciles de se mettre derrière eux, puis de se ranger derrière eux, puis de voter pour eux. Ça laisse comme un petit goût amer. Par contre, l'épisode en soi était une lettre d'amour à ces joueurs-là marquants de Survivor, à ce qu'ils font de mieux, à ce qui les rend intéressants comme joueurs. Et pour moi, ce qui fait la force d'une saison avec des joueurs qui reviennent, puis pourquoi, dans l'ADN de Survivor, les Returning Player Seasons font partie de pourquoi ce show-là a fonctionné aussi longtemps et pourquoi je pense que une des raisons pourquoi le New Era, parmi plusieurs raisons, a filé comme une version un peu B de ce qui a fait Survivor l'aussi bon show qu'on a connu pendant 20 ans, 25 ans jusqu'à présent, tu sais. Fait que pour moi, j'espère que pour la suite des choses, pas que ce soit juste des Returning Player Season, tu peux en faire trop comme passé, mais qu'on retrouve un peu ce dosage qui permet de créer des histoires avec un grand H, des légendes derrière les joueurs, des narratifs qui suivent d'une saison à l'autre. On en a parlé un peu tout au long de la saison, les narratifs qui se suivent, de voir l'évolution des games des gens, puis d'avoir un point d'orgue si magnifique pour Siri malgré la défaite. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va voir nécessairement Rick jouer à Survivor. Je pense qu'il y a peut-être encore une dernière fois dans lui. Je pense que lui, s'il se fait réinviter, c'est sûr qu'il dit oui. Puis je pense que le show, après une autre belle performance de Rick dans cette saison-ci, je pense qu'il pourrait se laisser tenter de le réinviter. Yeah. Puis il n'y en a pas beaucoup comme lui. Je pense pas que c'est la fin. Je pense pas que c'est le chant de signe de Rick. Je pense que c'est peut-être celui de Siri. Ça reste une belle fin pour ces deux-là, malgré le résultat négatif. Ouais. Et je pense que, à moins que tu me corriges, c'est ce qui mettrait fin à notre couverture de cet épisode. Certainement. Quel top 3 tu vois avec un championne couronné? Je vais dire un top 3 de Joe, de Tiff, puis de Rizzo. Damn. Ok. Je pense que Jonathan se fait sortir au top 5. Parce que Rizzo joue son immunité. Tiffany est immunisée. Moi, c'est ma... elle gagne l'immunité cachée. Elle gagne l'épreuve d'immunité. Ouais. Jonathan... Rizzo utilise son immunité cachée. Ce qui laisserait juste Joe, Aubrey et Jonathan. Aubrey va essayer de faire travailler sa magie et flipper ça sur Jonathan. Qui peut être quand même vu comme une menace. Et ensuite, top 4... Là, je vais selon le fait que c'est un top 3 Firemaking. Je sais pas pourquoi les gens ont voté, je me rappelle plus. Mais mettons qu'on y va vraiment avec le classique Firemaking au top 4 et un top 3 final. Firemaking où malheureusement Aubrey perdrait contre je sais pas qui. J'ai pas pensé à ça. Mais il serait éliminé juste avant, ce qui la couperait encore une fois d'une victoire qu'elle aurait pu mériter. Puis dans un scénario top 3 de Tiffany, Rizzo et Joe, ben là c'est une bataille de quel game un peu inhabituel et le plus respecté dans celle de Tiffany qu'on a un peu moins vu nous en tant que spectateurs, mais qui, je pense, a charmé un peu plus le jury versus la game de Rizzo qu'on a extrêmement vu mais qui a peut-être moins charmé le jury. Puis là, ça va être qui se pitch le mieux à la fin de la game. Ok. Je peux double down sur ton scénario parce que j'avais un peu la même idée en tête. Joe gagne. Sérieux?
Ouais, Joe gagne, collier à 4, amène Rizzo à la fin. Tiffany bat Aubrey Farmaking, Tiffany remporte la saison. Damn. Ok, fait qu'on avait à peu près le même scénario en fait. Ouais. J'étais en train de réfléchir pendant que je te posais la question. Puis j'étais comme, c'est la première chose qui m'est popée en tête. Puis là, t'as commencé à le dire. Puis j'étais comme, hey, je le change-tu. Puis je mets-tu Tiffany contre Aubrey avec un Joe. Puis après ça, j'étais comme, non, je veux que Rizzo se rende à la fin. Puis je veux qu'il soit capable de au moins vendre sa salade. Puis que le monde le respecte un peu plus. Mais je pense que Tiffany va aller chercher la majorité des votes. Ouais. Écoute, à voir. Et vous, dans les commentaires, dans le podcast, dites-nous qui vous pensez qui va gagner cette saison-là. Au moment où le podcast va sortir, ça va quasiment être le moment de la finale. Bonne finale! Ouais, bonne finale tout le monde. Une belle 50e saison de Survivor qui se clôt, dans ses hauts comme dans ses bas. Mais je pense que somme toute, ça a été une saison que j'ai vraiment apprécié suivre. Ben oui. De revoir plein de joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, de voir des joueurs qu'on a vus plus récemment, mais comme évoluer dans une deuxième apparition dans le show, c'était le fun. Yes. Hâte de voir comment ça va finir tout ça et hâte de l'analyser avec toi, mon Chris, pour la finale. Ouh. Man. Ça va être excité. Puis j'ai hâte de voir 51, j'ai hâte de voir comme c'est quoi le après. Le après célébration, le après guerre, Winners at War, la après nouvelle ère, la new era, comment qu'on va appeler ça? C'est quoi les affaires old qu'on new va era. avoir? Est-ce qu'on va avoir un grief contre Billie Eilish? Who knows? Qu'est-ce qui va arriver? Mais en espérant qu'il y ait moins de célébrités d'impliquer. Je pense que c'est mon take sur ça. Je partage ce take. Peut-être. Penses-tu qu'il va avoir une célébrité à la finale en live reunion? Penses-tu qu'il va avoir de quoi? Sûr. Il va-tu avoir une performance de Zach Brown? Ça serait bon. Non. Moi, je veux que Jimmy Fallon vienne faire le plus gros mea culpa de sa vie. Il est fait. Je veux qu'il le refasse. C'est passé. Mr. Beast va être là. Je pense qu'ils vont peut-être tout être là dans le live audience au Reunion Show. Là. Ouais, ça ferait du sens. Là. We'll see. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Reunion Show, le premier depuis très longtemps, va donner. Ben oui. Ça va être cool. Ça va être très cool. Ça aussi, une autre petite surprise que le show nous garde pour la finale. Fait que on va nous se retrouver, je l'espère, dans pas trop longtemps après la finale pour pouvoir analyser tout ça. Évidemment, là, comme vous connaissez le contexte de ma situation à la maison qui est un peu compliquée en ce moment. Ouais. Je sais pas trop quand je vais pouvoir. Puis j'ai un gros week-end au travail. On a un gros événement à ma job, donc ça va être compliqué d'enregistrer pendant le week-end. Donc on va essayer de faire ça en début de semaine prochaine. La date n'est pas encore cannée de notre côté, mais on va essayer de s'arranger pour faire ça le plus vite possible dans les circonstances. Si vous ne nous suivez pas déjà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, on couvre encore Survivor Québec saison 4 d'ici la finale. Et on va revenir en force pour Survivor 51 à l'automne. On l'espère que tout va bien aller et qu'on va pouvoir continuer de faire ça. Moi, dans mon intention personnelle, c'est de continuer de couvrir Survivor. Et je suis certain qu'on va trouver des manières cool de pouvoir continuer à parler avec vous autres. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à l'aimer, partager, commenter. C'est toujours apprécié. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, passez une belle fin de soirée, passez une très belle finale lorsque vous allez l'écouter. On a hâte de vous en reparler. Prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Salut! Bye!